Lors de ma précédente vidéo, je vous ai montré les objectifs et les ambitions que portait mon projet. J'ai survolé beaucoup de points, et très certainement que nombre d'entre eux sont restés assez abstraits, voire carrément flous. Je vais pallier ce problème aujourd'hui avec cette démonstration, dans laquelle je vais vous présenter les fonctionnalités majeures de mon programme. Commençons donc par la création d'une nouvelle partie, parce que c'est le premier menu, mais surtout parce que c'est l'objectif principal de ce projet, pouvoir créer et gérer une partie. Je vais partir sur Mario World, connu de tous et apprécié du plus grand nombre. Une fois mon univers choisi, je peux créer mes différents personnages. Ici, je vais demander à mes joueurs d'incarner un chevalier de l'ordre des plombiers. Oui, quand on sauve une princesse, on est chevalier. Quand je valide le choix, ses attributs se mettent directement à jour. Je lui donne un petit nom et lui attribue ses compétences. Le coup de pied pour fendeur, qui me semble être une compétence indispensable quand notre stratégie, c'est de foutre des coups de pied dans la tronche de nos ennemis. Un tir de projectile, ma foi. Et les autres compétences sont moyennement pour un chevalier. Donc nous créons Mario. Il sera accompagné par son jeune frère également, un chevalier, qui aura les mêmes compétences, et le troisième larron sera un champignon humanoïde, Todd, qui lui aura des compétences légèrement plus sauvages, dirons-nous. Il me reste à nommer la partie, et ils vont rien sauver du tout. Ils en ont marre de sauver des princesses, ils vont aller boire un café. Une fois que la partie est nommée, on peut la lancer. Une fois que j'ai créé la partie, je vais arriver sur cette interface qui est la page de gestion de partie, dans laquelle je peux voir mes différents personnages et le détail de chacun d'eux. Et dans le détail, qu'est-ce qu'on voit? Nous voyons les différents attributs. En tant que maître du jeu, je peux modifier les valeurs de chacun de ces attributs. Nous voyons également l'expérience de chacun d'eux. L'expérience que je peux également modifier, mais nous y viendrons plus tard. Il y a également les compétences, qui fonctionnent quasiment sur le même principe, sauf que là l'interface est encore moins développée. Je vais donc rester sur les attributs. Donc au niveau de l'expérience, je peux effectivement en tant que MJ décider de modifier manuellement chaque expérience, mais ça va être beaucoup de travail pour rien. Je préfère le faire automatiquement. Et pour le faire automatiquement, rien de tel qu'une bonne petite bagarre. Pour ce faire, je vais donc importer un combattant, un simple Goomba, qui, en allant lui aussi prendre sa pause café, a croisé le groupe de héros. Et pause ou pas pause, l'instinct ressurgit toujours dans ces moments-là. Nos larrons vont donc attaquer ce pauvre Goomba. Ils vont lancer le combat, et lorsque je lance un combat, je dois placer les différents personnages sur la timeline. C'est ce que me demande cette fenêtre, et comment est-ce qu'il faut la lire? Je vais placer Mario en position 50 sur la timeline. En position 50, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Mario agira 50 unités de temps après le début du combat. Donc en général, plus on a une position faible, réduite, mieux c'est. Ça sera le cas de Luigi, qui sera en position 20. Todd sera à un modeste 36, juste avant le Goomba, qui lui sera en position 40. Une fois tous mes personnages placés, je peux lancer le combat. Ne sous-estimons pas la volonté des gens qui veulent aller prendre un café. Luigi est le premier à agir, il est assoiffé et il n'est pas là pour peler des kiwis. Il veut faire vite et directement foutre son pied dans la tronche du Goomba. Malheureusement, il s'empresse et échoue. Lorsqu'il va lancer cette compétence, il va se replacer sur la timeline. Actuellement en position 20, le coup de pied profondeur étant une compétence qui dure 40 dixièmes de seconde, il va se retrouver en position 60. C'est au tour de Todd, qui lui non plus n'a pas envie de traîner, et va charger son ennemi. Il lui rentre directement dans le lard et se replace sur la timeline. Le Goomba réagit. Un peu rancunier, il va décider de mordre le champignon humanoïde et il lui arrache un bout de gras. Au tour de Mario, qui va imiter son jeune frère avec le terrible coup de pied pour fendeur, mais limite jusqu'à l'échec. De nouveau au tour de Luigi, qui lui va changer de stratégie. Il va utiliser un tir de projectile. Ce qu'il faut savoir, c'est que le tir de projectile est une compétence beaucoup plus rapide que le coup de pied pour fendeur. Au lieu de durer 40 dixièmes de seconde, elle n'en dure que 20. Donc quand je vais lancer la compétence, qui va atteindre sa cible, vous remarquerez que quasiment rien n'a changé. Les plus attentifs d'entre vous qui auront décidé d'observer la timeline et son affichage dégueulasse
Et on remarque que si il y a la position de Luigi qui a changé, elle est passée de 60 à 80. Ça ne l'empêche pas de rester le prochain à agir. Nous avons donc Luigi qui va attaquer pour la 3e fois, avec son coup de pied profondeur, tandis que tous les autres personnages se préparent pour leur 2e action. Préparation qui s'avérera inutile, car avec une réussite critique, Luigi met un terme au combat et libère le chemin vers la machine à café. Le combat s'arrête, et à ce moment-là, mes personnages comprennent que les mécaniques de vitesse et de position sur la timeline sont des mécaniques à prendre en compte dans leur stratégie. Pour cette fois, ça aura plutôt profité à Luigi, qui aura gagné des points d'expérience non négligeables, à l'inverse par exemple de Mario, qui aura eu des gains beaucoup plus modestes. Cette expérience donc, tout simplement, servira à faire évoluer les attributs. Je vous présente quand même la démonstration sur la valeur de saut de Luigi, tout simplement pour vous montrer cet élément-là qui évolue à chaque fois. Nous y reviendrons plus tard. Car actuellement, c'est tout ce que j'ai à vous montrer sur la page de gestion d'une partie. Nous allons revenir au menu principal et voir la suite. Les parties existantes, là il n'y a pas grand chose de sorcier. Ça affiche toutes les parties qui existent, et chacune d'entre elles peut être effacée. On peut la poursuivre lors d'une session suivante, et plus tard il y aura les détails, qui nous permettront de voir les différentes statistiques, et de pouvoir même les modifier entre 2 sessions. Ensuite nous avons l'atelier. L'atelier qui est très certainement un endroit dans lequel des MJ assoiffés de création vont passer énormément de temps. Dans cet atelier, nous pouvons actuellement créer 2 éléments piliers du JDR. Nous avons les mécaniques. Les mécaniques, voyez ça comme les règles du jeu. Nous avons donc la mécanique de Mario. On peut retrouver les différentes issues de jets, réussite critique, réussite et échec. C'est un choix arbitraire de ne pas avoir mis d'échec critique dans l'univers de Mario. Nous avons également les différents attributs, vie, énergie, saut, force, dextérité, et nous pouvons voir que les caractéristiques se jouent par exemple avec des dessins. Actuellement, c'est tout ce qu'il y a dans les mécaniques. Bientôt, il y aura les effets, avec les dégâts, les coûts en énergie, les soins, etc., etc. Il y aura les applications de compétences. En résumé, quand un joueur va lancer le dé, l'application d'une compétence va nous indiquer si le jet de dé est une réussite, réussite critique, échec ou autre. Le programme ne fera que nous l'indiquer, c'est nous, MJ, qui choisirons. Et d'autres éléments viendront ensuite se greffer aux mécaniques. Donc nous avons également la mécanique du Donjon et Dragon. Pour voir la différence, il y a les échecs critiques. On peut voir que ce sont des D20 qui sont utilisés, et ces 2 mécaniques seront exploitées dans les univers. Donc actuellement j'ai 5 univers, 3 univers de Mario, qui utilisent donc les mêmes mécaniques. Nous allons repartir sur l'univers de Mario World pour voir son contenu en détail. Nous avons déjà vu les différents personnages. Un personnage, comme le chevalier de l'ordre des plombiers, à quoi ça ressemble? Donc ici nous avons bien un type de personnage, donc c'est le moule à partir duquel nous allons créer une palanquée de personnages similaires. Pour ce type de personnage, nous avons donc ces valeurs de base que nous avons vues dans la partie de jeu de rôle et dans la création de partie. Nous avons également l'expérience requise pour évoluer. Actuellement, un chevalier de l'ordre des plombiers aura besoin de 10 points d'expérience pour gagner des points de vie. Et enfin nous avons le modificateur d'Erré. Erré pour expérience requise pour évolution. Et ce modificateur va permettre de faire en sorte de modifier la jauge d'expérience requise. Actuellement, il a besoin de 10 points d'expérience pour gagner en vie, puis plus tard ça va être 11, 12, 13, 14, 15, 60, exactement comme ce qu'on a vu quand j'ai augmenté la jauge de saut de Luigi. Une autre petite astuce, pour information, ici nous avons le personnage du chevalier, mais le Goomba, qui est un personnage considéré comme non jouable, eh bien j'ai juste établi ses valeurs de base en fait. Et l'expérience requise et le modificateur d'arrêt, je ne m'en suis pas soucié, pas besoin. C'est tout ce que j'ai à dire pour les types de personnages. Passons maintenant aux compétences qui sont un élément un peu plus touchy. Une compétence, nous allons partir du coup de pied profondeur, qu'est-ce que c'est? C'est un élément qui a certains niveaux. Ici, le coup de pied en a 5. C'est choisi arbitrairement, et le nombre de niveaux en lui-même n'impacte pas sur le gameplay ou les façons de jouer. Ce qu'il faut savoir, c'est que pour chaque niveau, il y a un temps d'exécution. Donc là, nous avons vu lors du combat qu'en utilisant un coup de pied profondeur de niveau 1, les personnages mettaient 40 dixièmes de seconde à le faire. Si je décide d'avoir 8 niveaux, et que mon personnage arrive au niveau 8, quand il l'utilisera,
il mettra 19 dixièmes de seconde à le faire. Et nous avons également l'expérience requise pour faire évoluer la compétence. Je peux ensuite modifier à ma guise les modificateurs et calculer automatiquement les valeurs pour chaque niveau. Je pourrais également les modifier manuellement. Ça, c'est pour les niveaux. Nous avons ensuite l'expérience, qui est un peu plus underground. Parce que cette expérience, il faut la lire d'une certaine façon. C'est pas très complexe, mais c'est pas forcément intuitif non plus. Alors, qu'est-ce qu'il faut lire dans l'expérience? Si un personnage lance un coup de pied profondeur, il va donner des points d'expérience à lui-même, ainsi qu'à sa cible. S'il fait une réussite critique, lui-même va gagner tous ces points d'expérience-là, donc 0 dans sa jauge de vie, 3 en énergie, 4 points d'expérience en saut, 3 en force et 4 en dextérité. Et sa cible, elle, gagnera 2 points d'expérience dans sa jauge de vie. De même, s'il fait une réussite, il gagnera ses points d'expérience et donnera ceux-là à sa cible, et en cas d'échec, nous avons ces valeurs-là qui seront distribuées. Ce sont donc les compétences, avec ces expériences-là, qui vont mener l'évolution des personnages. Par exemple, nous avons également la charge qui, elle, est beaucoup moins généreuse en termes d'expérience. Le tout donc sera choisi par le créateur d'univers, avant de créer une partie, et servira à l'automatisation de cette dernière. C'est actuellement tout ce qu'il y a à montrer sur l'univers, qui lui aussi va continuer à s'améliorer. Il va y avoir les objets et les équipements qui vont bientôt arriver, d'autres éléments dont je vous parlerai ultérieurement. Et revenons maintenant au menu principal. Il y a également le partage, qui pour l'instant est une fonctionnalité qui ne marche pas du tout. C'est normal, il n'y a absolument rien qui est développé pour l'instant. Ça viendra également plus tard. Enfin, la dernière fonctionnalité, mais non des moindres, qui sert